On October 1, 1765, the most terrifying predator in French history was finally dead, stuffed and hauled to Versailles, examined by the king himself while the entire courfeyed passed in relief. Except it was not over. 2 months later, in those some windswept pasture, the children began dying again, the very same wound at the Troa. A single decision made inside that palace would condemn those more villagers. To understand it, you have to go back to June 30, 1764. Ce jour-là, près de Saint-Étienne-de-Luc d'Arès, on retrouve le corps de Jeanne Boulet, 14 ans. La gorge ouverte, le cadavre en partie dévoré. Elle gardait simplement ses dettes dans un pré. Personne ne le sait encore, mais son nom ouvre une liste macabre qui va terrifier un royaume entier pendant 3 ans. La bête du Gévaudan vient de frapper sa première victime officielle. Les survivants décrivent une créature impossible. Plus grande qu'un loup ordinaire, le poitrail puissant, un pelage roux barré d'une raie noire le long du dos, une queue immense qu'elle agite comme un chat. Elle vise la tête et la gorge, et décapite parfois ses victimes. Surtout, elle attaque en plein jour, sous les yeux des familles. Aucun loup connu ne se comporte ainsi. Et voici ce qui glace le pays, la bête semble choisir ses proies. Des femmes, des bergers, et surtout des enfants seuls dans les pâturages. En quelques mois, les morts s'accumulent par dizaines. Le Gévaudan, cette province rude qui couvre l'actuelle Lozère et une partie de la Haute-Loire, bascule dans la panique. On ne sort plus seul. On prie. On accuse le diable. Pour saisir l'ampleur du drame, il faut imaginer ce territoire. Des plateaux battus par le vent, des forêts noires, des hameaux isolés à des heures de marche les uns des autres. Ici, la seule richesse, c'est le bétail, il est gardé par les plus pauvres, des gamins de 8, 10, 12 ans, armés d'un simple bâton. Des proies parfaites pour ceux qui rôdent. Très vite, l'affaire dépasse largement la région. Les gazettes de Paris, de Londres, de toute l'Europe s'emparent du monstre. Une bête sauvage qui défie la France des Lumières, en plein siècle de la raison, celui de Voltaire et de l'encyclopédie. L'humiliation devient politique. Louis XV, roi de droit divin, ne peut pas laisser un animal ridiculiser sa couronne. Alors le roi agit. Il envoie d'abord des dragons, des soldats professionnels, traquer la créature. On organise des battues géantes, des centaines d'hommes ratissant les bois ensemble. Le résultat est maigre, beaucoup de loups abattus, mais les attaques continuent de plus belle. La bête glisse entre les mailles, comme si elle connaissait le terrain mieux que l'armée du royaume. Puis arrivent les chasseurs de loups les plus réputés du pays, les Dunval, père et fils, venus de Normandie avec leur meute de chiens dressés. Des mois de traque méthodique. Échec total. Et pendant ce temps, le compteur macabre continue de tourner, semaine après semaine. Les attendez de voir qui le roi va envoyer ensuite, et ce qu'on va exiger de lui, car Louis XV joue désormais sa réputation personnelle. Il dépêche son propre porte-arquebuse, François-Antoine, un officier de sa garde rapproché. Avec lui, une consigne claire, presque une menace, ne pas revenir sans la dépouille. La pression est immense. Il faut absolument un cadavre à exhiber devant la cour. Un trophée. Une fin officielle à cette histoire. Pendant qu'Antoine s'installe et étudie le terrain, la bête, elle, ne ralentit pas. Les récits se ressemblent et glacent le sang. Un enfant happé à la lisière du bois. Une bergère traînée sur plusieurs mètres dans les broussailles. Des frères qui se battent à coups de pied pour arracher leur cadet au croc. Certains survivent, mais défigurés à vie. Un épisode devient légende, celui de Jacques Portefaix. En janvier 1765, attaqué avec d'autres enfants, ce gamin organise la défense, repousse la bête à coups de bâton ferré et sauve tout le groupe. Le roi, frappé par ce courage, le récompense personnellement et finance son éducation. Mais le héros d'un jour ne suffit pas à stopper le carnage qui continue. Les estimations donnent le vertige. Sur l'ensemble de l'affaire, entre 88 et 124 attaques mortelles sont attribuées à la bête. Plus d'une centaine de morts, en immense majorité des femmes et des enfants. 3 années entières de terreur sur un seul petit coin de France rurale. À l'échelle de l'époque, c'est un bilan absolument hors norme, et c'est là que ça devient vraiment troublant. Plusieurs témoins parlent de 2 animaux chassant ensemble. D'autres jurent que la bête résiste aux balles, qu'elle se relève après avoir été touchée de plein fouet. La rumeur enfle, ce n'est pas un loup. C'est une punition divine, un loup-garou, ou une créature dressée par la main d'un homme. Au milieu de toutes ces légendes, François-Antoine, lui, veut des faits concrets. Il quadrille méthodiquement la région et repère un secteur où les loups sont énormes, les bois autour de l'abbaye royale de Chazes. Il sent qu'il tient enfin sa proie. Le 20 septembre 1765, tout va se jouer en quelques secondes décisives. Ce jour-là, un loup gigantesque surgit des fourrés.
Antoine épaule et tire. La bête s'effondre, se relève, charge vers lui, il tire une seconde fois et la bannette. À la pesée, le verdict tombe, près de 130 livres, une taille hors du commun, une raie noire sur le dos, exactement comme dans les témoignages. Sur son corps, d'anciennes cicatrices d'attaque. Pour Antoine, plus aucun doute, c'est elle. On éviscère l'animal, on le fait empailler avec soin. Puis on l'emmène vers le sommet du royaume. Le 1er octobre 1765, la dépouille arrive à Versailles. Le roi l'examine longuement, la cour entière défile devant le monstre figé. François-Antoine est couvert d'honneur, généreusement récompensé, et même anobli quelques années plus tard. Officiellement, l'affaire est close. La France respire, les gazettes triomphent, la raison a enfin vaincu le monstre. Et voici le moment précis où toute l'histoire bascule. Car à des centaines de kilomètres de Versailles, dans les pâturages du Gévaudan, personne n'a prévenu la bête qu'elle était censée être morte. Dès le mois de novembre, puis en décembre 1765, de nouvelles attaques éclatent vers Saugues et le plateau de l'Aubrac. Même blessure, même proie, même horreur. Les morts reprennent, comme si rien ne s'était passé. Le trophée de Versailles, lui, pourrit lentement, oublié dans un coin. Le monstre offert au roi n'avait rien arrêté du tout. Et c'est ici que se cache la vraie réponse à notre énigme. À Versailles, on refuse d'y croire. Louis XV ne veut plus entendre un mot sur cette affaire qu'il a déjà couvert de ridicule. L'ordre tombe, étouffer la nouvelle, museler la presse. Pas question de rouvrir le dossier d'un monstre déclaré mort par le roi en personne. Privés du soutien royal, les habitants du Gévaudan se retrouvent seuls face à la bête, presque 2 années encore. Jusqu'au 19 juin 1767. Lors d'une battue menée par le marquis d'Apcher, un paysan du coin, Jean Chastel, abat enfin un grand animal sur les pentes du Mont Mouchet. La veille, la créature avait tué Jeanne Bastide, 19 ans, sa dernière victime confirmée. Alors, pourquoi la bête est-elle revenue après avoir été offerte au roi? Voici la décision qui a tout déclenché. En proclamant le monstre mort à Versailles, Louis XV a fermé le dossier pour sauver sa gloire, et abandonné le Gévaudan sans le moindre secours. La fameuse légende du loup unique, tué par Chastel avec une balle d'argent bénie. Elle a été inventée par un romancier en 1946, 2 siècles plus tard. La vérité est plus dérangeante, il n'y ait probablement jamais une seule bête, mais plusieurs prédateurs. Le loup d'Antoine était bien réel, il n'était simplement pas le seul. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, mets un like, abonne-toi et partage-la avec un ami. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine.